régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Pour ce club, Catherine Tricot. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous, directrice de la revue Regard. Et Rémi Godot, bonjour, bienvenue dans ce club pour cette première. On est ravis de vous recevoir, rédacteur en chef à l'Opinion. Et on va parler avec vous notamment des économies demandées par le gouvernement. Vont-elles avoir des conséquences sur notre modèle social? Ce sera le débat à suivre. Parce qu'Alex, notamment, Bruno Le Maire a fait de nouvelles déclarations hier. Et oui, le ministre de l'économie veut tout simplement mettre fin à l'État-providence, trop coûteux pour nos finances publiques. Et on en parle tout de suite dans le club. Et on va commencer ce club, on ira voir l'info dans nos régions un tout petit peu plus tard. On commence par ce débat du club, le gouvernement qui serre donc la vis sur les dépenses sociales. Alex, hier, dans le journal du dimanche, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est montré une nouvelle fois très critique sur l'état de nos finances publiques. Et oui, Bruno Le Maire donnait une interview au JDD pour présenter son nouveau livre intitulé « Une voix française ». Et il a fait de nouvelles déclarations pour dénoncer le poids de la dépense publique dans notre pays. Je le cite, « Mon sentiment est celui de tous les Français. Nous n'en avons pas pour notre argent. Pourquoi? Une fois encore, parce que nous ne faisons pas de choix en matière de dépenses publiques. Nous voulons faire des urgences à l'hôpital une priorité. Alors renonçons à d'autres dépenses moins prioritaires. » Bruno Le Maire qui réunira au mois d'avril toutes les forces politiques pour choisir quelles dépenses publiques il faut supprimer pour faire des économies. Et Bruno Le Maire, il veut même en finir avec l'État-providence qui offre des aides sociales généreuses aux citoyens. Et oui, selon lui, nous devons remplacer l'État-providence par ce qu'il appelle l'État-protecteur. L'État-providence a fini par devenir une machine à empiler de nouvelles dépenses publiques, sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité. Et Bruno Le Maire enfonce le clou. Quel est en fait le but ultime de l'État-providence? La gratuité de tout, pour tous, tout le temps. C'est intenable. Il y a toujours quelqu'un qui paie la gratuité. Et Bruno Le Maire a aussi évoqué une réforme de l'assurance chômage, mais ça on va en parler dans quelques instants, Alex, parce qu'on va d'abord commencer par cette phrase de Bruno Le Maire. Rémi Godot, est-ce qu'il faut en finir avec l'État-providence? Je trouve la formule, et pourtant je suis libéral, un peu hard. Il faut certainement réformer, il faut évidemment réformer l'État-providence. Mais je pense qu'il y a dans le discours de Bruno Le Maire la nécessité de secouer les gens, donc de trouver des formules choc. Ça fait pas mal de temps qu'il enchaîne les formules choc. Depuis, il nous a annoncé 3 fois, 4 fois la fin du quoi qu'il en coûte. Il a eu des mois assez durs sur la dépense publique en règle générale. Maintenant, il passe de la dépense publique à la dépense sociale. Il essaie de trouver la formule pour qu'il y ait une sorte de réveil. C'est pas facile, mais de fait, oui, il faut réformer l'État-providence. D'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante. Je pense que les Français, au global, sont prêts, même si, quand on rentre dans les détails, ils n'ont pas envie d'en payer le prix. Mais ils sont prêts parce que vous voyez, dans les classements des mots, les Français sont très attachés à l'État. Ils mettent l'État comme quelque chose de vraiment très important. Vous trouvez en fin de classement, avec les partis politiques, avec les journalistes, vous trouvez l'État-providence. Ils font une différence entre l'État et l'État-providence parce qu'ils estiment que, effectivement, selon l'expression qui avait été utilisée par François Hollande déjà, les Français considèrent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Catherine. Écoutez, on imagine cette phrase vous a fait bondir. Déjà, on se demande un peu quelle est sa fonction, parce qu'il est ministre de l'économie et des finances. A priori, il n'est pas là pour conduire la politique de la France, il n'est pas à la place du président. Il en rêve sans doute, mais enfin, il n'y est pas encore. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il en rêve tellement que finalement, c'est que des punchlines dans son interview. Et on sent qu'il cherche à, en effet, comme vous venez de le dire, de trouver les mots. Je pense que politiquement, c'est totalement catastrophique ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il y a une chose qui peut vraiment, en effet, réveiller les Français, comme vous le dites, c'est-à-dire leur dire, les peu de protection qui vous restent encore, on va les baisser. Je pense que là, il ouvre un boulevard à tous ceux qui veulent vraiment contester, renverser la table, ce qui n'est pas actuellement, le renversement de la table n'est pas une promesse très heureuse. Aujourd'hui même, ce matin, dans Le Monde est publiée une tribune des 5 principaux leaders des syndicats qui rappelle un chiffre très important. Le budget de l'État, c'est 600 milliards. Sur les 600 milliards, il y en a 200 milliards, c'est-à-dire un tiers qui est consacré à l'aide aux entreprises. Et de ce tiers-là, il n'est absolument jamais question. En effet, comme vous venez de le dire, ce dont il est question, c'est de baisser
les aides sociales. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 36% seulement des inscrits à Pôle emploi, enfin à France, France Travail. France Travail. Ah oui. On change les mots, mais bon. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de travail pour la France. Mais enfin, en tout cas, il n'y a plus que 36% d'entre eux qui, aujourd'hui, touchent une indemnité et que cette indemnité, elle a baissé et en quantité et en durée. Mais ce n'est pas le seul point sur lequel il y a de vrais problèmes. C'est-à-dire que ce matin même, le président de la Fédération hospitalière, le maire de Reims, vient de rendre public un rapport dans lequel il montre qu'on est devant une situation très inquiétante avec la baisse des soins qui sont des soins structurants, c'est-à-dire des soins, s'ils ne sont pas faits, ils coûtent plus cher. Quand on ne dépiste pas le cancer est plus grave et il coûte plus cher à la collectivité à traiter. C'est-à-dire qu'on est devant cette situation où on fait des économies qui, en fait, vont s'avérer beaucoup plus coûteuses. Et sur le plan de la formation et sur le plan de l'environnement, on sait que c'est des démultiplicateurs. Si on n'investit pas dans l'école, si on n'investit pas dans la transition écologique, si on n'investit pas dans la santé, ce sont des éléments démultiplicateurs qui coûteront beaucoup plus cher pour notre pays. Je laisse répondre Rémi Godeau. Vous rentrez dans le dur, tout de suite. Il faut déjà rappeler les fondamentaux. C'est que la France a le taux de dépenses publiques le plus élevé des pays riches de l'OCDE. Le plus élevé. On n'a jamais dont un tiers autant pour les dépensé. entreprises, on est d'accord. Alors attendez, c'est très intéressant ce que vous dites sur les entreprises. La France est le pays au monde qui fait porter aux entreprises la plus lourde charge pour financer les dépenses sociales. Notre système est basé sur la taxation du travail. Notre système social est essentiellement, pas totalement, il y a des impôts, mais essentiellement basé sur le travail. Et c'est quelque chose que les gens ne voient pas, mais vous, quand vous avez votre salaire, vous savez que vous payez 20% de charges pour votre retraite, pour la santé, ce qui est tout à fait normal. Ce que vous ignorez, c'est que l'entreprise en paie 2 fois plus. Il n'y a pas un pays au monde où les entreprises ont à payer autant pour financer notre système de protection sociale. Ça a une incidence, bien évidemment. Le coût du travail, dans une économie ouverte, ça a une importance cruciale. Que font les entreprises ? Eh bien, soit elles rognent sur leur marge, soit elles se délocalisent, soit elles ont une politique salariale très restrictive. Ça va avec. Quand on parle de la smicardisation de la France, eh bien, vous êtes dans une situation où augmenter les salaires, c'est un coût élevé, d'abord pour les entreprises, qui fait que la plupart du temps, elles ne le font pas. Et donc, on a, c'est vrai, et ce qui est dommageable, on a une pression à la baisse sur les salaires. Mais ce qui est très important, c'est de dire qu'on a le niveau de dépenses publiques le plus élevé, on a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé au sein de l'OCDE, et on a le niveau de dépenses sociales le plus élevé au monde dans les pays riches. Donc, là, Bruno Le Maire se rend compte que on ne peut pas, quand on parle de baisser les dépenses, on ne peut pas faire abstraction des dépenses sociales. Alors, les entreprises ne rognent pas beaucoup sur leur marge. En tout cas, c'est les plus grandes d'entre elles, puisque le jour même où Bruno Le Maire annonçait qu'il voulait faire 10 milliards d'économies, la bourse affichait son plus haut résultat, 145 milliards. On veut faire 10 milliards d'économies. Attendez, quel est le lien? Vous venez d'expliquer que les entreprises devaient rogner sur leur marge. Je vous dis qu'elles ne rognent pas tant que ça sur leur marge, puisqu'elles font des bénéfices absolument records, et que c'est même le MoDem, qui pourtant fait partie de la majorité présidentielle, demande qu'il y ait des impôts sur les super-profits. De cela, il n'en est pas question. Même le Vous parlez du CAC 40, qui est une toute petite partie des entreprises. Donc, oui, mais qui n'est pas absolument hors sol. Et je dis bien la France, ça vit avec les PME. S'il vous plaît, j'ai bien commencé par dire les plus grandes d'entre elles. Je ne considère pas les entreprises comme un seul et unique univers. Il y a des entreprises, et c'est bien pour ça que je fais référence à la proposition du MoDem, qui porte sur les super profits. Je ne dis pas qu'il faut passer à la moulinette toutes les entreprises. Je dis juste que celles qui font des super profits pourraient contribuer. L'autre proposition qui était venue également de monsieur, j'ai oublié son nom, qui était conseiller économique de Emmanuel Macron en 2017, qui proposait que les plus grosses fortunes, on leur prenne en une fois
3 ou 5% de leur part de richesse pour abonder un fonds sur la transition énergétique. Même de cela, il n'est pas question. C'est-à-dire qu'en fait, la doxa, on ne revient pas sur la suppression de l'ISF, on ne revient pas sur les aides aux grandes entreprises, on ne prend pas les propositions du MoDem. Tout ça, c'est non. La seule chose qui compte, c'est d'aller faire les poches, c'est de demander 1 euro de plus par médicament, par visite chez le médecin, de baisser encore une fois, depuis 5 ans, ça sera la 5e réforme sur l'assurance chômage que le gouvernement s'apprête à faire. C'est-à-dire que ceux qui payent, c'est nous tous, et en particulier les plus pauvres, mais c'est pas forcément les plus pauvres, c'est nous tous. Au fond, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que le premier impôt en France, c'est la TVA. C'est-à-dire que ce qui constitue la base de la richesse de l'État, c'est la TVA, qui est plus lourdement supportée par les salariés et les plus pauvres que par les plus fortunés. Donc tout ça, c'est tout extrêmement documenté. On a une approche tout à fait inégalitaire de la question fiscale et de la répartition de la richesse. Et je pense qu'il y a véritablement une réforme à faire, et notamment des choix à faire. Et des choix, pour moi, c'est l'environnement, la formation, la santé. C'est la base de notre richesse, de notre force et de notre pacte social. C'est la base du fait que nous nous sentons français. C'est qu'en France, on sait que nos enfants peuvent aller à l'école, que nous serons soignés quoi qu'il en coûte. Si on a un cancer, on sera soigné, même si on est pauvre. Et c'est le fait de nous préparer tous au changement climatique. Et ça demande des investissements gigantesques dont il n'est jamais question dans les petites économies que propose Bruno Le Maire, parce que 10 milliards, c'est rien du tout par rapport aux enjeux. On est d'accord. Il le dit lui-même. C'est rien du tout par rapport aux enjeux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller faire les poches pour aller piquer 50 € ici et là. Il faut faire des vraies réformes et il faut faire des vrais choix stratégiques et conserver ce qui fait le pacte de notre société. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous sur la taxation des riches. On peut taxer les riches, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas en taxant les... C'est un autre débat, et très bien. Ce n'est pas en taxant les riches qu'on va résoudre le problème de notre modèle. La cohésion politique. La France est attachée à la justice. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir d'accord. Mais la plus grande injustice, c'est que on a encore un niveau de chômage fou. On a des prestations sociales qui sont d'une grande incohérence. Et puis surtout, on est prisonnier de cet égalitarisme. Parce que je pense qu'un système social a besoin de cibler les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin. Ils sont ciblés, ça vous avez raison. Ils ne sont pas ciblés. Quand on a fait le chèque, on leur tire dessus. Ah non, de cibler, c'est aux chômeurs qu'on va prendre de l'argent. C'est bien les plus... Allez-y, Rémi Godeau, je vous laisse répondre après Catherine Tricot. Quand je parle de ciblage, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un chèque essence et qu'on le distribue à tout le monde, c'est absurde. C'est gaspiller de l'argent public avec des conséquences importantes. Parce que la dette, ça se paie. On nous a expliqué pendant des années que finalement on pouvait s'endetter sans limite. Non, aujourd'hui, l'argent ça coûte. L'argent gratuit, c'est fini. Et la dette, il n'y a plus d'argent magique. Les charges, regardez les charges. Cette année, on va payer 54 milliards de charges. Dans 3 ans, on va payer plus de 80 milliards de charges. Ça, c'est de l'argent qu'on enlève à l'école, qu'on enlève aux hôpitaux. L'égalitarisme est en train aussi de scléroser ce système de protection sociale. Il faut donner l'argent aux gens qui en ont besoin. Il faut éviter de dépenser et faire des choix. Je suis tellement d'accord avec vous. Faire des choix. Mais faire des choix, c'est douloureux. Il faut arrêter de nous faire croire qu'en étant le pays qui dépense le plus au sein de l'OCDE, faire des choix, ça ne sera pas douloureux. Oui, c'est douloureux. Moi, je ne dis pas qu'il faut continuer d'augmenter les dépenses. Ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est en effet, c'est de faire des choix. Et dans ces choix, il faut avoir une politique, une stratégie qui est quand même... Alors, je ne vais pas ici faire le procès de la gestion générale du gouvernement, qui est très erratique sur tant de sujets, sur le nucléaire, sur la guerre. Enfin bon, on est un peu perdu. Donc il faut absolument avoir un État qui sait vers où il nous conduit. Et moi, je maintiens que les enjeux qui sont les enjeux absolument décisifs sur le plan politique et sur le plan de l'investissement, ce sont ceux qui ont trait à la transition écologique dans toutes ses dimensions, et ce sont ceux qui portent sur le bien-être des gens. C'est-à-dire le bien-être, c'est leur formation initiale à l'école, puis après la formation professionnelle qui est maltraitée actuellement, et celle de la santé qui en a véritablement besoin, et celle sur laquelle tout le monde s'accorde. J'entendais ce matin le président de la fédération qui expliquait que quand vous avez un mélanome en région parisienne, là où il y a le plus de dermatos, un mélanome, il faut entre
entre 3 et 6 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un dermato. Donc, je veux dire, un mélanome, c'est un cancer de la peau. On sait très bien qu'il faut absolument gagner du temps et on est entre 3 et 6 mois d'attente. Donc, ça ne va pas. Il faut absolument redresser la situation. Ça ne va pas, mais vous n'allez pas me dire on va taxer les riches et on va résoudre le problème du mélanome. Je vais venir. C'est un peu. Bon, je vous dis ça. Et c'est pas, j'ai pas dit taxer les riches. Non, j'ai pas dit taxer les riches. J'ai dit avoir une autre politique fiscale et donc notamment réinterroger les 200 milliards qui sont attribués aux entreprises. Je vais aller un peu dans votre sens pour expliquer aux gens qu'il faut à tout prix s'attaquer à la dépense sociale. Aujourd'hui, les dépenses, je vais faire un calcul rapide simple, c'est 58% de la richesse créée chaque année. Sur ces 58%, il y a 32% qui vont aux dépenses sociales. Donc, il vous reste, si je ne me trompe pas, 26%. Vous enlevez les collectivités locales. Ce qu'il y a sur l'État, la Sécu et l'État régalien, c'est peut-être 15%. Or, le gouvernement nous dit que c'est sur ces 15% que doivent porter les économies. Non, c'est une bêtise. Pourquoi ? Parce que ces 15%, c'est effectivement l'école, c'est effectivement l'hôpital, c'est effectivement la sécurité. Et nous faire croire que, sans faire d'efforts et sans que ça ne coûte rien en français, ce qui est faux, il suffit de faire des économies sur ces 15%-là, c'est illusoire. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer à la dépense sociale. C'est pour ça que les gens qui nous expliquaient qu'il ne fallait pas faire de réforme des retraites, alors que la retraite pèse dans les dépenses sociales énormément et que c'est aussi un des postes les plus importants si on se compare par rapport aux autres pays européens, il fallait bien évidemment faire la réforme des retraites. Travailler un peu plus pour préserver le modèle social, c'était une évidence que le débat français n'a pas réussi à imposer, ce qui est quand même déplorable. Alors, il y a une autre réforme. On a la réforme des retraites et on aura la réforme et on va voir les fonctions sociales. On va voir la réforme de l'assurance chômage, puisque Bruno Le Maire, il a évoqué une nouvelle réforme de l'assurance chômage, Alex. Oui, le ministre détaillait dans cette interview toutes les réformes d'Emmanuel Macron qui ont été menées depuis 7 ans pour faire baisser le chômage, sur le code du travail, sur la formation professionnelle, sur l'assurance chômage. Et Bruno Le Maire souhaite à l'avenir lancer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Je le cite, nous avons encore une durée d'indemnisation parmi les plus généreuses en Europe. Cette générosité se paie au prix fort. Un taux de chômage encore au-dessus de celui de nos principaux partenaires économiques. Donc on se dirige de plus en plus vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'elle est nécessaire, Rémi Godeau, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage ? Elle est nécessaire, vous avez donné un argument fort. C'est qu'on a un système encore extrêmement généreux. Après, là aussi, il faut être pragmatique. Il faut que l'argent de l'assurance chômage aille aux gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire aux gens qui sont le plus en retrait par rapport à l'emploi, les gens qui ont des difficultés pour retourner en emploi parce qu'ils sont sortis du système depuis plus de 10 ans. Il y a une personne qui touche le RSA sur 5 qui n'est pas dans une situation d'emploi depuis plus de 10 ans. Il est là le scandale. C'est ces gens qu'il faut aider. C'est sur ces gens qu'il faut concentrer la plupart de nos moyens. Après, c'est vrai qu'on a un système généreux. Je ne vois pas pourquoi un cadre a des indemnités pendant 18 mois, alors qu'ailleurs en Europe, c'est en moyenne 12 ou 14 mois. Je ne crois pas que l'Allemagne soit un pays qui soit particulièrement désagréable pour ses salariés. Et en revanche, il y a des gens qui travaillent. C'est ce que rappelle Bruno Le Maire. Juste, Catherine, nous gardons une durée d'indemnisation la plus longue parmi les pays développés, 18 mois. Non, mais je sais bien, on peut toujours trouver pire. Non, mais c'est possible. D'ailleurs, j'ai appris hier que le revenu minimum en Ukraine, c'était 200 €. Donc, on peut toujours aller chercher... non, mais ce que je veux dire... Mais non, c'est pas de la caricature. C'est qu'aller chercher pire, c'est toujours possible. Et en plus, vous savez très bien qu'on nous raconte des tarabistouilles. Parce que quand on nous a fait toutes les comparaisons sur l'âge de départ à la retraite, au moment du débat sur la réforme des retraites, on nous a raconté que dans les autres pays, c'était 65, 67, 70 ans. Et en fait, quand on vérifie la réalité des faits, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on nous raconte des choses qui ne sont pas forcément exactes. Par ailleurs, l'Allemagne n'est pas un modèle sur le plan des conditions de travail, notamment grâce à l'action énergique de Schröder, qui a créé, par exemple, des emplois à 1 € de l'heure. Donc, formidable. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison de considérer que l'Allemagne est un modèle. La chose que je veux rappeler, c'est que 36% seulement des chômeurs touchent quelque chose, c'est-à-dire que donc 64% ne touchent rien.
Et donc c'est sur ces 36% qu'on va encore taper un petit peu et que par ailleurs, il y a encore 3 ou 4 mois, on nous avait expliqué qu'on allait faire un truc contracyclique. Quand il y aurait moins de chômage, on baisserait les indemnités, puis quand on aurait plus, on augmenterait. Et là, il y a plus de chômage, le chômage repart à la hausse et c'est à ce moment-là qu'on fait baisser. C'est-à-dire qu'en fait, on nous raconte n'importe quoi. La seule chose qui compte, c'est d'essayer de prendre de l'argent dans la poche des gens qui n'en ont pas tant que ça. Alors, Rémi, je vous laisse répondre, après on parle du RSA. Hein. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait pour les 64% qui ne touchent rien ? On dirait que c'est pas un problème puisqu'on ne va pas leur prendre de l'argent. Clairement, pour moi, c'est un problème. Non, puisqu'on leur prend pas d'argent, c'est pas un problème. Leur situation ne va pas changer. Je pense que ce raisonnement est en train de tuer notre système de protection sociale. Sur quoi est basé le système de protection sociale depuis la guerre ? C'est un système assurantiel. C'est-à-dire que vous prenez à des personnes pour redonner à d'autres. Vous prenez aux gens qui travaillent pour financer les chômeurs. Vous prenez aux salariés qui sont en bonne santé pour financer les gens qui sont obligés d'arrêter de travailler parce qu'ils sont malades, etc. Et tout ça est basé sur le travail. Or, un système assurantiel, ça doit être équilibré. Ce que vous donnez aux gens qui sont dans la difficulté, vous devez l'équilibrer avec ce que vous prenez aux gens qui travaillent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce système assurantiel qui a été créé à une époque où il y avait énormément d'emplois, très peu de chômage, où la croissance était à 4, 5, 6%, alors qu'aujourd'hui elle est à moins de 1%, ce système ne fonctionne plus. Et pire, comme on ne le réforme pas ou comme on n'a pas envie de regarder la réalité en face, il explique et la dette et le déficit. Les 2/3 du déficit provient du déséquilibre de ce système assurantiel. On va parler du RSA puisque c'est notre reportage en région. Depuis avril dernier, certains départements expérimentent le RSA sous condition. En échange de leur allocation, les bénéficiaires doivent justifier de 15 heures d'activité hebdomadaire. L'objectif, c'est de les guider plus efficacement vers un retour à l'emploi. Fabien Ricard nous emmène à Tourcoing, dans le Nord. Sa licence de management du tourisme en poche, Eugénie Dilisio s'est retrouvée au RSA. Une période durant laquelle elle a été accompagnée par son coach emploi, Jean-Luc Ranty. Comment allez-vous déjà ? Ça va super. Merci. Depuis avril dernier, le département du Nord expérimente à Tourcoing le RSA sous condition. Pour percevoir son allocation, Eugénie doit justifier de 15 heures d'activité hebdomadaire, essentiellement consacrée à la rédaction de CV et de lettres de motivation chez elle ou avec son coach. Ce que ça m'a apporté, c'est surtout dans le cas de la lettre de motivation, par exemple. J'ai été trop scolaire, donc M. Ranty m'a vraiment aidé à la reformuler et à la recadrer, pour qu'elle soit un peu plus originale. Un travail payant pour Eugénie, qui débutera en avril en tant qu'animatrice dans un parc archéologique à Villeneuve-d'Ascq. Vous êtes sur la base d'un contrat à temps partiel? Oui, c'est ça. Avec l'espoir de continuer par la suite, comment vous en tout cas, par la suite, c'est possible d'être renouvelé pour les autres années, en tout cas. Et en attendant de trouver ce travail, Eugénie en a profité pour faire du bénévolat dans un important festival à Lille. Une activité prise en compte dans les 15 heures hebdomadaires. Dans les 15 heures d'activité sont intégrées toutes les recherches et toute la mobilisation que la locataire est amenée à développer. En clair, ça signifie que les entretiens que nous avons, si la personne passe son permis de conduire pour faciliter son retour à l'emploi, les heures de formation, de permis de conduire, sont intégrées. Donc nous, on assure vraiment un suivi, vérifier que la personne se mobilise. Il n'y a aucune obligation à travailler bénévolement, à faire du travail gratuit, en aucun cas, jamais. Donc la personne doit juste intégrer le fait qu'on lui demande de se mobiliser, simplement. L'expérimentation est menée conjointement par France Travail, anciennement Pôle emploi, et le département qui a la charge du RSA. Ici, une trentaine de conseillers s'occupent des allocataires au cas par cas. Pour la responsable du programme, l'expérience est conclusive. On est sur les 50% de retour à l'emploi aujourd'hui sur les personnes qui ont intégré l'expérimentation, pour les personnes qui sont les plus proches de l'emploi. Voilà, parce qu'on a différents parcours d'accompagnement. Les personnes qui sont les plus proches dans ce parcours emploi, on atteint les 50% de sorties positives, c'est-à-dire vraiment avec un retour et un accès à l'emploi. Mieux accompagner les allocataires du RSA à un coût. Dans le Nord, l'État a subventionné à hauteur de 1 million d'euros en 2023 le dispositif RSA sous condition. Catherine, est-ce que ça, c'est un bon moyen d'accompagner les allocataires vers un retour vers l'emploi? Oui, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt.
Non, mais franchement, pourquoi attendre l'arrivée au RSA? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fait là, c'est ce que normalement devrait faire France Travail auprès des chômeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les aider à retrouver, à reformuler leurs propositions, leurs profils, à se requalifier, ce dont je parlais tout à l'heure à propos de la formation permanente. Or, c'est ça qui est nécessaire de faire. Donc là, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec cet effort qui est fait, notamment pour les plus jeunes. On ne peut pas se satisfaire de jeunes personnes qui sont en plus qualifiées et qui n'ont pas de travail parce que pour arriver au RSA, ça veut dire qu'elle a au moins passé 18 mois au chômage. Donc ça veut dire que c'est une situation qui n'est pas tenable pour elle. C'est pas possible. Mais on se dit, il faut le faire plus tôt. 2, si vous avez bien entendu ce qu'a dit la dame, elle a dit pour les personnes qui sont déjà proches. C'est-à-dire qu'en fait, au RSA, il y a quand même beaucoup de gens qui, pour des raisons diverses et variées, ne sont pas proches du retour à l'emploi. Et sur ces personnes-là, évidemment, il n'est pas forcément possible de leur imposer d'avoir 15 heures d'activité. Parce que et à part ça, ce que je trouve, c'est que la proposition qui est faite dans le Nord de 15 heures d'activité, elle est une conception assez large. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se remobiliser, se remettre dans une dynamique. Ça me paraît bien. Et il faut accompagner les gens pour cela. Rémi Godot, c'est la bonne méthode? C'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode parce que, une fois de plus, vous mettez les moyens sur des personnes qui en ont besoin, parce qu'on se rend compte que le retour à l'emploi, c'est quelque chose de crucial, parce que c'est de l'intégration socialement, c'est le retour à une vie possible, parce que vous pouvez devenir locataire, avoir une certaine autonomie. Donc c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. Il faut reconnaître qu'on a pas mal progressé. Vous constatez qu'on l'a fait un peu trop tard. Peut-être que mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que le débat s'est un peu déplacé parce que le débat, il est éminemment politique. Parce qu'il y a le débat sur l'assistanat, il y a le débat sur l'écart qu'il y a entre l'assistanat et les gens qui travaillent vraiment, et que ce débat, qui était avant, il faut reconnaître, réservé par la droite, il a infusé. Vous avez quelqu'un comme François Ruffin qui, quand il raconte de manière d'ailleurs très, très sincère ce qu'il voit sur le terrain, il voit des gens qui ne sont pas des gens qui gagnent énormément d'argent, qui sont un peu interloqués par le fait qu'il y a une si faible différence entre les gens qui sont assistés, entre guillemets, parce qu'il faut rappeler quand même, le RSA, c'est 600 €, c'est pas une somme énorme, mais qui sont assistés et ceux qui travaillent. Mais donc, il faut assumer, quand vous avez une assistance, elle est faite pour reprendre une activité, donc il faut que les gens qui la touchent jouent le jeu, et il faut que l'État mette en face les moyens pour aider ces personnes-là. Juste un mot, Catherine, et après, la conclusion. Elle n'est pas soumise. Le fait d'avoir 600 €, c'est parce que vous êtes un être humain qui a besoin de vivre et de manger. Non, mais franchement, ça ne peut pas être sous condition. Ce que j'aime bien, là, c'est qu'ils mettent l'ensemble, ils appellent les gens à faire. Ça ne peut pas être vous travaillez ou vous n'avez rien. Ça, ce n'est pas possible. C'est juste une question d'humanité. On parle du... Vous êtes très, très humaine, je suis un affrodiable, mais on parle que du RSA. Oui, bien sûr. Il y a d'autres allocations. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme allocation pour les gens qui n'ont plus rien? Mais le RSA, c'est le dernier. Il y a d'autres. Oui, d'accord. Non, mais il y a d'autres allocations, et c'est d'ailleurs un des problèmes. Il y a une multitude d'allocations qui fait que le cumul d'allocations fait que vous gagnez des droits, vous en perdez. C'est très compliqué, et qu'il y a un énorme chantier, mais un chantier qui porte sur l'efficacité. Il faut qu'on soit d'accord, l'efficacité, pour que les gens reprennent contact, des gens qui sont parfois dans... Je donnais tout à l'heure le chiffre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas été en contact avec l'emploi depuis plus de 10 ans. C'est sur ces gens-là qu'il faut mettre le paquet. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui, Rémi Godot, qu'il faut réformer notre modèle social pour le sauver? Oui, clairement. Vous voyez qu'on arrive à un point où... à force de procrastiner, on arrive à un point où il faut faire quelque chose. Au demeurant, la hausse d'impôts, OK, on a déjà essayé. François Hollande a fait une hausse d'impôts jamais vue sous la Ve République, 70 milliards d'euros, qui a entraîné le ras-le-bol fiscal. On l'a fait, et aujourd'hui, on est encore à discuter, à se dire mais ça ne fonctionne pas, mais il y a toujours des personnes en situation incroyable et intolérable en France, etc. On a essayé beaucoup de choses. Il faut aujourd'hui regarder la réalité en face. Ça ne va pas durer. Un dernier mot, Catherine.
Moi, je pense que si on fait ça, on aura le Front National, point barre. Voilà. Et je pense que si on a le Front National, véritablement, parce que là, ce qu'on est en train de nous raconter, c'est que tout ce qui fait notre lien social, c'est-à-dire à la fois le service public et la protection sociale, que c'est ça qu'on est en train de détricoter. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir grand les portes. C'est pour ça que je voudrais bien savoir ce que Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il cherche et où est-il. Et il se croit à l'Élysée. Moi, j'aimerais bien entendre le président de la République sur ce sujet. Mais madame, hélas, le RN monte depuis 20 ans, 30 ans de manière inexorable. Je vous accorde que le néolibéralisme, on en paye aujourd'hui les conséquences. Et on vous réinvitera tous les deux sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. Rémi Godeau, la une de l'Opinion ce matin. Ukraine, les 3 batailles d'Emmanuel Macron. Et Catherine Tricot, la une de la revue Regard. Israël, silence en génocide. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va voir l'actualité dans nos régions, dans un ordre un petit peu différent, mais on va parler de Stéphane Bern. On va dans l'Eure-et-Loire. On retrouve Stéphane Marchand, chef d'agence de l'Éco-Républicain à Nogent-le-Rotrou. Et bonjour Stéphane. Stéphane, le village de Thiron-Gardet élisait hier son conseil municipal suite à la démission du maire. Et on en parle parce que parmi les nouveaux conseillers municipaux, il y a une célébrité. En effet, ce dimanche 17 mars, c'était un jour d'élection municipale partielle à Thiron-Gardet. C'est une commune de 982 habitants en Eure-et-Loire, nichée au cœur du Perche. 711 électeurs étaient donc invités à venir élire 3 nouveaux conseillers municipaux suite à la démission du maire de la commune depuis 2008, Victor Provost. Cette élection municipale partielle, comme vous l'avez dit, a évidemment eu un retentissement particulier lié à la personnalité et à la notoriété d'un des 3 candidats en liste, donc le journaliste, animateur et écrivain Stéphane Bern, qui vit dans la commune depuis 2021. Alors Stéphane Bern était aussi candidat aux côtés de Charlène Jolin, 30 ans, une jeune mère de famille assistante commerciale, et d'Amadis Castagnier, 29 ans, le directeur d'un centre de formation dans la région. Les électeurs se sont en tout cas plutôt bien intéressés à ce scrutin, puisque plus de 45% d'entre eux se sont déplacés hier dans leur bureau de vote pour élire les 3 candidats dès le premier tour. Pour rappel, la participation avait atteint 39,12% seulement des électeurs inscrits à Thiron-Gardet lors du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2020. C'est donc une très belle participation des électeurs qui a marqué le scrutin d'hier. Les 3 candidats ont ainsi été élus avec plus de 94% des suffrages exprimés. C'est même 96,38% pour Stéphane Bern, un véritable plébiscite. Le conseil municipal de Thiron a donc maintenant une quinzaine de jours pour se réunir et procéder à l'élection du maire et de ses adjoints. Ce sera le vendredi 29 mars à 18h. Rapidement, Stéphane, qu'est-ce que ça va apporter la présence de Stéphane Bern dans la commune de Thiron-Gardet ? Comme on le sait, Stéphane Bern avait envie de se mettre au service de sa commune et aussi de mettre sa notoriété au service des habitants de Thiron-Gardet. Comme il l'a dit hier, ma notoriété est faite, je n'ai pas besoin d'être élu à Thiron-Gardet pour cela. Il a aussi rappelé qu'il n'avait pas l'intention de briguer les fonctions de maire, qu'être maire de Thiron était un mandat à plein temps et qu'il n'avait pas de disponibilité pour cela. Pour autant, le célèbre animateur journaliste va donc continuer à valoriser sa commune, comme il l'a toujours fait depuis qu'il a racheté à Thiron-Gardet l'ancien collège royal et militaire en 2013. En tant que passionné du patrimoine, il y a fait restaurer les bâtis pour en faire sa résidence à la campagne. Et il y a aussi aménagé un musée qui a ouvert ses portes en 2016 et dans lequel on raconte à la fois l'histoire du lieu et à la fois celle de l'abbaye de Thiron-Gardet qui lui est directement voisine. 13 000 visiteurs fréquentent chaque année ce musée et ses jardins qui sont ouverts à la belle saison. Cela draine évidemment des retombées pour le commerce local, notamment en matière de restauration ou d'hébergement touristique par exemple. Mais ça va aussi au-delà puisque Stéphane Bern s'intéresse à valoriser et promouvoir la commune dans laquelle il vit à demeure depuis 2021, quand il a quitté Paris, mais il est aussi un fervent défenseur et promoteur de toute la région, celle du Perche. Il en est tombé amoureux il y a maintenant 10 ans et a décidé de s'y installer. Il apprécie ici le patrimoine bâti, mais aussi le patrimoine naturel, et puis il s'y sent bien et tranquille, à l'abri du tumulte parisien. Merci Stéphane, merci beaucoup. La une de l'Éco-Républicain, c'est le semi-marathon de Chartres. La fête est plus folle. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette élection de Stéphane Bern. On passe tout de suite à l'invité du jour.